L'Université du Québec en Outaouais soutient la production de cette émission qui met en lumière le secteur langagier. Nous sommes habitués à voir le sous-titrage à la télévision et au cinéma. Mais qu'en est-il au théâtre? Eh bien, il y en a aussi et on l'appelle le surtitrage. Et pour en parler avec nous, maintenant, nous accueillons Geneviève Haas. Bonjour Geneviève. Bonjour Mélanie. Donc, tu es chargée de cours à l'Université du Québec en Outaouais, mais tu es aussi quelqu'un qui fréquente beaucoup les salles de spectacle. Absolument. Et tu as assisté à des spectacles qui étaient surtitrés. Donc, peux-tu nous parler un peu de l'expérience que tu as vécue? Oui, absolument. J'ai vu 3 spectacles, en fait. Le premier, c'était une pièce de théâtre en grec ancien qui était présentée à la Place des Arts à Montréal par la Troupe nationale de théâtre grec. Donc, c'était surtitré en français et en anglais. Est-ce que tu comprends le grec? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Donc, j'avais absolument besoin des sous-titres pour comprendre, mais on avait étudié le texte dans ma formation parce que c'était un voyage d'études à ce moment-là. Ensuite, j'ai vu 2 opéras, toujours à la Place des Arts, un de Puccini et l'autre de Mozart, la Flûte enchantée. Je ne connaissais pas celui de Puccini, alors que je connaissais très bien celui de Mozart. Donc, quelle différence ça posait entre les deux que tu connaissais ou que tu ne connaissais pas? Bien, en fait, j'ai trouvé ça, à part dans le cas de la pièce de théâtre, à l'opéra, j'ai trouvé ça excessivement dérangeant. OK, pourquoi? Excessivement parce que, puis je ne sais pas si enfin, les textes ne sont pas particulièrement intéressants dans ce type de production-là. À l'opéra, à l'opéra, oui. Okay. C'est un format d'œuvre qui est très différent, très formel. Les gens se répètent beaucoup, ils décrivent tout ce qu'ils font sur la scène. Alors, c'est comme beaucoup de répétitions. Et comme moi, je suis intéressée au langage et à la littérature, bien, j'ai toujours tendance à aller voir les surtitres, même si je voudrais m'en passer. Est-ce que ça empêche de voir l'émotion du comédien, du chanteur ici? Peut-être, je dirais peut-être. Je pense que moi, personnellement, il m'a fallu faire un effort pour m'affranchir des sous-titres. Mais encore une fois, c'est parce que j'avais un intérêt particulier pour la chose. Ceci dit, si je compare La Flûte enchantée et celui de Puccini, dans le cas de Puccini, ça a été intéressant parce que je ne connaissais pas l'histoire, donc j'avais besoin, pour suivre l'action, d'avoir un... Ces mots-là, finalement, oui, qui t'expliquent un peu tout ça. Absolument. Tandis que pour La Flûte enchantée, je m'en serais complètement passée, puis j'aurais été beaucoup plus heureuse à ce moment-là. Ça m'aurait permis de profiter un petit peu mieux de la pièce. Mais dans tous les cas, je n'avais aucune connaissance de la langue des œuvres. Okay. Donc, c'était quand même la seule façon d'y avoir accès. Oui, absolument, absolument. Mais il y en a certains pour lesquels c'est plus pertinent ou crucial, finalement, puis d'autres qu'on se laisse porter par l'ambiance. J'imagine. Puis bon, l'opéra, c'est une forme qui est lyrique, donc un petit peu exacerbée, exagérée, et c'est difficile de se laisser emporter par ça. Mais quand vient le temps, j'imagine, de voir une pièce de théâtre où là, les dialogues sont importants. Il ne s'agit pas simplement de décrire la scène, mais ça vient apporter, je pense, une aide précieuse. Oui, puis c'est un art vivant, donc les dialogues sont essentiels, puis si on ne les attrape pas, il manque quelque chose. Absolument. Mais je pense qu'on va vous réinviter un peu plus tard pour discuter avec notre spécialiste, notre chercheur dans le domaine, si tu le veux bien. Parfait. Merci, Geneviève. Merci. Avec nous en studio maintenant, Michel Laliberté, professeur à l'Université du Québec en Outaouais et chercheur, ainsi que traductrice agréée, et Jean-Stéphane Roy, directeur artistique du Théâtre La Catapulte. Donc, tous les deux, vous connaissez bien le surtitrage au théâtre. Mais tout d'abord, c'est quoi le surtitrage et pourquoi on dit surtitrage, justement?
Puis on dit surtitrage, le but, la fonction ou l'objectif du surtitrage, c'est qu'on veut rendre accessible un spectacle à des gens qui ne comprennent pas la langue dans laquelle se déroule le spectacle. Donc, on veut aussi élargir notre public cible, hein, si on est directeur de théâtre ou diffuseur. Et pourquoi on dit surtitrage plutôt que sous-titrage comme au cinéma parce ou à la télé? qu'à l'époque, le surtitrage a débuté à l'opéra et à l'époque, c'était toujours au-dessus de la scène. Maintenant, ça a changé. Parfois, c'est sur les côtés. Parfois, c'est même derrière le siège du spectateur d'en avant dans certains théâtres européens. Un peu comme dans les avions. Donc, où on a un écran. Oui, exactement. Donc, ça se fait en Europe, ça. Mais au départ, c'était vraiment en haut. Donc, il y a différentes façons de faire le surtitrage, mais comment ça se passe concrètement? Mais moi, mes recherches portent surtout sur le surtitrage au théâtre, pas à l'opéra. Donc, au théâtre, il y a deux sortes de surtitrage. Il y a le surtitrage fonctionnel, puis il y a le surtitrage artistique. Mais la majorité des théâtres utilisent le surtitrage, font appel au surtitrage fonctionnel. Est-ce que tu pourrais définir la différence des deux types? Oui, donc le surtitrage fonctionnel, le but, l'objectif, c'est vraiment d'adapter les discours oraux pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe sur scène, tandis que le surtitrage artistique, bien, on peut y ajouter une fonction esthétique. On va intégrer, par exemple, les surtitres au décor. On peut ajouter une fonction ludique, donc, il y a vraiment une touche de création associée à ça. Mais justement, au Théâtre La Catapulte, vous faites ce genre d'intégration-là, de surtitrage. Donc, comment en êtes-vous venu à faire du surtitrage dans vos pièces? Bien, c'était parce qu'on vit dans une région bilingue. C'était surtout pour... parce que la notion... Voyons, l'esthétique théâtrale en français et en anglais, c'est complètement deux choses différentes. Puis on ne voulait pas que la langue soit une barrière pour qu'un anglophone puisse venir voir un esthétique francophone. Parce qu'étant situé à Ottawa, mais dans un milieu francophone où il y a des anglophones abondamment, vous avez vraiment les deux autour de vous. Oui, puis c'était surtout pour aider les couples exogames à faire une belle sortie ensemble. Ce qui est un couple exogame? Oui, c'est un partenaire francophone, un partenaire anglophone. Donc, puis ça fonctionne, ça fait nombre d'années que ça se passe. Oui, depuis 2010, on fait du surtitrage. Parfois, il est fonctionnel, parfois, il est artistique. Ça dépend toujours de la fonction de la scénographie, comment le décor est intégré ou pas. Les images que l'on va voir, justement, pour cette émission, la production cinéma, ça, c'était vraiment intégré à la conception même. Mais ça dépend toujours de l'espace, ça dépend toujours de est-ce que le surtitrage va nuire au décor ou pas. À l'éclairage. Oui, des fois, il y a un problème d'éclairage parce fondamental. qu'on doit tout repenser parce qu'il y a une projection en continu. Mais le but, c'est toujours d'aider le spectateur à embarquer dans l'œuvre. Un bon surtitrage est invisible. Oui, normalement, il faudrait qu'il soit invisible, il faudrait qu'il soit idéalement intégré au décor. Qui ne nous empêche pas de suivre l'émotion, un peu comme on disait plus tôt avec Geneviève, qui parfois était dérangée dans le suivi des actions. Parce que ce n'était pas un bon surtitrage. Donc, ça change pas que le spectateur ait à déplacer sa tête. Si on doit regarder sur le côté, on perd ce qui se passe sur la scène. C'est plus facile en haut que sur les côtés. Oui, mais on a le torticolis. Oui. Dépendant de la salle aussi, comment c'est situé. Donc, qu'est-ce que ça change justement dans le jeu d'acteur ou dans le rôle des techniciens concrètement? Bien, au niveau de l'acteur, ça ne change absolument rien. OK. Non, parce que c'est la personne qui s'occupe des surtitrages qui suit le rythme des acteurs ou des chanteurs d'opéra. Donc, elle doit être branchée à l'écoute pour adapter ça? Bien, à s'adapter au rythme. C'est ça, c'est parce que je n'ai pas répondu à ta deuxième question. Non, c'est vrai, on n'est pas Comment on fait le surtitrage? Mais il y a 4 étapes. Habituellement, on appelle la personne qui fait le surtitrage le traducteur ou la traductrice, traducteur-adaptateur. Donc, cette personne-là, normalement, reçoit, dans la plupart des cas, pas toujours, reçoit une vidéo du spectacle avec le texte de scène. Donc, le texte de scène, c'est le spectacle original, mais adapté par le metteur en scène. Donc, avec les déplacements? Oui, avec les notes du metteur en scène, puis c'est l'adaptation du metteur en scène. Donc, la première étape, bien entendu, c'est la traduction. Je dis qu'il y a 4 étapes, mais ce n'est pas toujours la même personne qui fait les 4 étapes. Donc, il y a la traduction. Ensuite, il y a le découpage des répliques, le découpage des répliques des comédiens. Et ça se fait avec la vidéo si le traducteur-adaptateur n'est pas en mesure d'assister aux répétitions. Le découpage, c'est de créer des segments pour être projetés par bloc, c'est ça? C'est ça, de créer des segments, mais après, il y a l'adaptation en surtitre.
Comme vous savez peut-être, l'œil humain est capable de lire, de décoder un message écrit, mais seulement 15 caractères à la seconde. Donc, habituellement, il faut vraiment condenser. On ne peut pas tout mettre dans un surtitre. Il y a un travail d'adaptation. Mais ce qui caractérise le surtitrage par rapport au sous-titrage, c'est qu'il y a la dernière étape qu'on appelle le topage. Parce que les surtitres, on les appelle aussi parfois les titres ou les tops. Et lancer le top, c'est l'étape du topage, parce qu'au théâtre, c'est pas au cinéma. Tu sais, au cinéma, moi, j'ai fait beaucoup de sous-titrage. On a un code numérique. Donc, quand on travaille, on a toujours le code numérique qui programme automatiquement la sortie des sous-titres. En fond, mais au théâtre, on ne peut pas faire ça. C'est ça. Est réglé puisque le film est tourné, il est en boîte puis il ne bougera pas. Exactement. Mais au théâtre, on peut sauter une scène complète. Hein? C'est un spectacle vivant, le théâtre. Donc, ça prend une personne qu'on appelle le régisseur des titres qui fait le topage. Donc, il lance les tops, qui lance les surtitres. Alors, cette personne-là est arrivée sur le bout de sa chaise, regarde les comédiens et il faut attendre vraiment que le comédien, il ne faut pas y aller trop vite parce que sinon, les spectateurs vont rire avant que le comédien ait énoncé sa réplique. Donc, ça prend beaucoup d'adrénaline. D'écoute puis d'adaptation. Donc, est-ce qu'il y a une personne de plus en régie durant le spectacle pour que En fait, le but, c'est que le spectateur ne se rende pas compte de rien et qu'il comprenne le plus possible le spectacle. Donc, vous ajoutez un technicien les soirs où il y a surtitrage. Est-ce que c'est quelqu'un qui est formé particulièrement ou c'est au fil du temps? Idéalement, c'est quelqu'un qui est formé parce que c'est vraiment un art. C'est une technique très précise. Tu sais. Et c'est quelqu'un qui a une capacité d'écoute et de décision très rapide. Parce que, puis qui doit connaître vraiment le texte parce que si le comédien se trompe, oh là là! Il doit retrouver la scène plus loin ou avant, ils font une boucle, des fois. Exactement. Et se repartent. C'est mieux d'avoir un vrai logiciel de surtitrage. Ça serait mieux. Donc, les technologies qui existent sont adaptées à ça. Est-ce que vous voulez en parler? Ils ne sont pas très utilisés en Amérique du Nord. Malheureusement, on utilise beaucoup PowerPoint. Donc, ça fonctionne, mais ce n'est pas adapté à 100 %. Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les logiciels? Les logiciels de surtitrage professionnel, premièrement, on peut voir une quinzaine de surtitres sur l'écran à la fois. Donc, si le comédien saute une réplique, c'est plus facile de changer le surtitre. On peut insérer des noirs, c'est-à-dire que parfois, il ne faut pas qu'il y ait de surtitres. Donc, ça se fait très, très rapidement, alors qu'avec PowerPoint, c'est plus difficile. Aussi, le logiciel nous permet de diviser l'écran en plusieurs colonnes. Donc, c'est multilingue. On peut avoir le texte source, le texte cible, donc traduit, et même au Canada, on a 2 langues. Souvent, les surtitres sont en 2 langues, donc on peut avoir l'allemand, français, anglais sur le même écran. Donc, si c'est une pièce qui vient de l'extérieur, dans une langue étrangère, on aura souvent français, anglais au moins. Ça serait plus facile. OK. Et la recherche nous amène où dans ce sens-là? Bien, moi, je pense que ce domaine-là est en voie de développement. Il va y en avoir de plus en plus de surtitrage. D'ailleurs, le Conseil des arts du Canada offre des subventions pour la traduction et l'adaptation en surtitres. C'est un petit peu bizarre parce que c'est au Canada que le surtitrage a été inventé, à l'Opéra à Toronto en 83, mais ce sont les Européens qui ont vraiment développé ce domaine-là. Parce que le contexte s'y prête. Oui, exactement. Mais je pense qu'on a un petit peu de retard, là, puis on devrait le rattraper le plus vite possible. Parce qu'il y en a peu de théâtres qui l'offrent dans la région. Il y en a de plus en plus. Au Oui. Canada, combien? Tous les théâtres francophones au Canada, hors Québec, l'offrent. OK. Oui, il y a beaucoup d'intérêt, en tout cas, parce que j'ai envoyé un questionnaire, un sondage, il y a 2 ans, dans 365 théâtres et diffuseurs, festivals, etc. J'ai eu 65 réponses, donc 65 théâtres qui étaient vraiment intéressés par le surtitrage. Il y a des places où ça marche plus que d'autres, comme à Toronto, ça fonctionne vraiment bien. Le Théâtre français de Toronto a même presque doublé son auditoire depuis qu'il y a des surtitres. Grâce aux surtitres. Mon Dieu. Et est-ce qu'il y a des irritants parfois pour les spectateurs qui n'ont pas choisi d'être là cette journée-là? En quelques mots, là. Bien, c'est comme une petite mouche fatigante, tu sais. On finit par l'oublier. Oui, c'est ça s'oublie vite, tu sais, parce que finalement, le vrai message vient toujours du corps de l'acteur ou du chanteur. Donc, tu sais, on se focus là-dessus. On amène l'énergie là. Mais ça aide vraiment les gens qui n'ont pas accès à la langue, ou en tout cas qui ont moins un accès facile à la langue, à avoir accès au spectacle. Donc, ça élargit l'auditoire. Puis, on sait qu'en théâtre, on a besoin que les gens soient au rendez-vous dans les salles. J'ai vu dernièrement, on vient d'inventer des lunettes pour les surtitres. Donc, ce serait juste les spectateurs qui ne comprennent pas la langue qui font appel à ces lunettes-là. Donc, les autres ne sont pas dérangés. Mais ça, c'est tout nouveau, là. Ça vient de sortir il y a 2 semaines. J'ai lu ça.
Oui. Donc, la recherche continue, la recherche continue à améliorer l'expérience du spectateur. Excellent. Et puis, donc, on devrait continuer à le faire. Est-ce qu'on devrait l'étendre un peu plus? Donc, est-ce qu'il devrait y en avoir plus, finalement, dans les théâtres? Bien, je pense que oui. Je pense que ça devrait être systématique maintenant, presque. Oui. Mais là, comme à Montréal, par exemple, il y a un partenariat entre le Théâtre La Licorne et le Centaure, où ils s'échangent des productions avec des surtitres. Et donc, c'est ça. Et des soirs sans surtitres aussi. À la Schaubühne, à Berlin, il y a des soirs pour les touristes, donc avec surtitres en français, un soir surtitres en anglais. Donc, c'est pas tous les soirs. On peut choisir ses représentations. Donc, il y a un gros potentiel. Là. Les Américains, je connais beaucoup d'Américains qui viendraient écouter des pièces de théâtre à Montréal là, si c'était surtitré en anglais. Et donc, vous pouvez penser le spectacle autrement, puis penser sa diffusion aussi autrement. Donc, c'est un monde de possibilités qui s'offre à nous grâce à ça. Comme nous, on fait des spectacles en tournée, puis on offre le surtitrage ou pas, tout dépendant des régions. Vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup tous les deux d'avoir participé avec moi à éclaircir ce sujet-là. Moi, c'est les lunettes, ça me fascine. Je veux voir ça. Pour poursuivre la discussion avec nous, j'ai réinvité Geneviève Haas, mais je vais profiter de l'occasion pour demander à Michel, on dit que ça prend des spécialistes pour faire le surtitrage, mais est-ce qu'on enseigne ça quelque part? Bien, je pense que je suis la seule à enseigner le surtitrage en Amérique du Nord, à ma connaissance. Donc, il faut aller à l'Université du Québec en Outaouais pour pouvoir suivre les cours. Et qu'est-ce qu'on montre lorsqu'on enseigne le surtitrage? Bien, moi, j'ai réussi à avoir un surtitrage professionnel, torticolis, surtitrage français, des licences pour ma salle de classe. Donc, premièrement, j'enseigne la traduction théâtrale dans un premier temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de surtitrage et de théâtre, pour mais le théâtre. À la base, ça prend des gens qui sont des traducteurs formés pour pouvoir transposer dans l'autre langue. Et j'enseigne le sous-titrage. Donc, on passe de la traduction théâtrale au sous-titrage et ensuite au surtitrage, parce qu'il y a quand même des points communs entre le surtitrage et le sous-titrage. Donc, c'est extrêmement spécialisé comme profession, finalement. Et c'est quoi les points communs entre le sous-titrage et le surtitrage? Bien, les points communs, c'est qu'on travaille avec un logiciel et qu'on doit traduire et adapter. Donc, il y a toujours une part d'adaptation et de réduction, parce qu'on a... Un surtitre, c'est 2 lignes. Hein? C'est 2 lignes et c'est 50 signes, moins de 50 signes. C'est fixe. C'est très... Oui, c'est ça. Tandis que le sous-titrage, il y a moins de signes. Il y a à peu près 37 signes pour la télévision. Donc, parce que l'écran est plus petit, donc on ne peut pas lire autant de textes à la fois. D'accord. Geneviève, tu disais hors d'onde que tu as fait aussi du sous-titrage. Oui. Donc, l'expérience que tu as vécue. Donc, tu as dû travailler avec cet espace-là comme traductrice aussi. Absolument. Quelle façon tu t'y es pris ou comment tu es entrée dans cet univers-là? Bien, ça a été par une collègue étudiante, en fait, qui avait déjà le pied dans le domaine et j'y étais un peu à la va comme je te pousse. Alors, moi, ma spécialisation, c'est les technologies de la traduction. Puisque ça se fait via un logiciel, bien, j'avais déjà plus d'affinité. Donc, ça a été simplement de respecter les contraintes. Et je dois dire que depuis que j'ai fait du sous-titrage, j'ai beaucoup plus de patience et de compassion. Parce que ça n'en prend absolument. Parce que ça en prend. C'est très, très difficile. C'est frustrant. Très frustrant de respecter ces exigences formelles. Mais souvent, comme spectateurs, nous sommes frustrés des sous-titres et on chiale et on les critique beaucoup. Mais dans le fond, l'expérience de le faire est très difficile aussi. C'est ce que mes étudiants me disent. Ils en font du sous-titrage, puis ils comprennent. Je comprends pourquoi. C'est parce que c'est tellement frustrant de devoir réduire constamment. On travaille à la lettre près. Exactement, donc, à la lettre, le signe. Mais il faut toujours quand même tenir compte de ce qui se passe et surtout de ce qui se dit à l'écran. Donc, il y a certains mots qu'on peut ou ne peut pas utiliser pour la traduction parce qu'on doit s'approcher de ce que le spectateur entend aussi. Donc, si on dit, je ne sais pas moi... pays ou nation, on va choisir un mot ou un autre en fonction de ce qui est dit dans le discours original. Est-ce qu'on suit aussi les mouvements de la bouche? Non, c'est impossible de faire ça. Ça, c'est en doublage. Oui, doublage. Parce que je voyais peut-être
Il y a un cousinage, en tout cas, entre les deux, assurément, entre le sous-titrage puis le doublage. Oui, mais je sais que certains sous-titreurs vont faire un effort particulier pour ne pas agresser l'oreille, en fait, faire entrer le canal audio et le canal visuel en conflit. Donc, on va s'assurer... Oui, c'est son droit à en tenir compte, mais évidemment, les contraintes d'espace vont primer sur le reste. Ceci dit, ici, quand on parle de sous-titrage, c'est souvent anglais-français. Et souvent, on a une connaissance active ou juste passive de l'autre langue, donc ça nous rend aussi plus critiques. Alors que moi, je consomme, par exemple, beaucoup d'animés japonais, et à ce moment-là, j'ai aucun point de référence. On n'a pas de donc, on prend ce qui nous est proposé et on ne peut pas comparer. Non, c'est ça, exactement. On est moins critique aussi en tant que spectateur. Est-ce que les études s'arrêtent au côté, justement, tout à l'heure, on parlait de ça déconcentre, ça enlève un peu le focus sur l'émotion, sur l'action. Est-ce que les recherches puis les technologies visent à développer, à améliorer ça pour que ça dérange moins le spectateur? En surtitrage, oui, c'est ça. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a commencé avec des surtitres en haut de la scène, c'était très dérangeant, et que là, on essaie de les intégrer à même la scénographie, en fait. C'est parce que quand on est dérangé par les surtitres, c'est parce qu'ils ne sont pas intégrés à la mise en scène, ils ne sont pas intégrés à la scène. J'ai vu l'été passé le Tartuffe de la Charbune au Festival Transamérique et les surtitres étaient sur de petits écrans de chaque côté, des écrans LED, là, les écrans de plat de télévision. Donc, on était constamment... Donc, j'avais vu ceux qui défilaient aussi, qui étaient particulièrement dérangeants. Ça m'a étonnée quand je les ai entendus tantôt parler de PowerPoint pour projeter des surtitres. Je trouve ça complètement fou et je comprends pas pourquoi on n'utilise pas... parce que c'est gratuit, PowerPoint. Gratuit, enfin. Parce que c'est dans le fond d'ajouter à une production qui coûte déjà cher et où il y a peu de financement ou en tout cas qui pose beaucoup de défis. Un autre élément technique, une personne de plus, donc il y a beaucoup de défis monétaires dans le fond. Énormément. Exact. Faut penser à ça. Tout à fait. Mais c'est ça, mais il y a une différence entre la diapo qui nous donne plusieurs lignes de texte, puis là qui est plus ou moins aussi tout le fait que les surtitres doivent être envoyés manuellement, tu sais, je veux dire, sans en direct. Là. Je trouve ça incroyable. Mais il y a d'autres formes qui sont plus dérangeantes, comme pour moi, c'était vraiment l'espèce de bande déroulante avec les lumières LED. Là, ça, c'était très, très difficile à suivre. On a dit tout à l'heure que c'est bon pour les couples exogames et les couples biculturels, et c'est bon pour les gens qui sont à l'extérieur aussi, dans un autre pays ou qui n'ont pas accès à la langue, ou bien, bon. Mais ou quand on accueille des productions étrangères. Oui, c'est vrai, c'est une autre situation aussi. Mais est-ce que, comme spectateur qui comprend la langue du spectacle, c'est intéressant aussi de voir ces surtitres-là? Non, ça, c'est dérangeant. Quand on comprend la langue du spectacle, c'est dérangeant. On tente de l'oublier. Oui. C'est sûr, mais en même temps, il peut y avoir, si on les intègre, je pense, si on pouvait les intégrer complètement à la mise en scène et que ça pourrait donner une autre perspective sur la pièce, ça pourrait être intéressant. Je pense peut-être à, mettons, une pièce qui serait jouée, qui serait présentée en joual, avec un surtitrage et on aurait une orthographe précise. Et là, ces choix orthographiques-là ou syntaxiques-là viendraient... je ne sais pas, approfondir le propos, je n'ai aucune idée, mais ça pourrait être quelque chose de bien. Là. Une autre utilisation. Et j'ai une curiosité comme ça, est-ce qu'il y a aussi des pièces, là, ce n'est pas en surtitrage, mais qui sont, est-ce que vous savez, qui sont traduites en langage des signes, par exemple? C'est plutôt un interprète qui est sur la scène, habituellement. Est-ce que ça se fait? Ça se fait, oui, ça se fait. Donc, il y a vraiment différentes façons pour... Ça se fait, mais à ce que j'ai compris, c'est ça devient un autre niveau de sens en plus du jeu des acteurs parce que la langue des signes, c'est une langue qui est performative énormément. Donc, ça vient bonifier, en fait. Et il y a des recherches qui portent spécialement sur les traductions et adaptations en langue des signes, en différentes langues des signes aussi à travers le monde. Puis, donc, dans la pratique, vous avez fait du surtitrage aussi, ici et en Europe, si je ne me trompe pas. J'ai suivi une formation, oui. Et est-ce qu'il y a des grandes différences dans la façon que c'est abordé? Tantôt, on a parlé qu'il y avait plus de langues différentes, mais est-ce qu'il y a une façon différente de l'aborder aussi? De surtitrer, une façon? Bien, c'est encore tôt pour moi de pouvoir
le dire, mais j'ai cru constater qu'en France, ils sont beaucoup plus littéraires dans leur façon de surtitrer. Ils portent une attention bien particulière à la sonorité des mots. Ils ont une approche plus littéraire en France qu'ici. Mais là, je me trompe peut-être, là, c'est mes observations. C'est aussi du milieu du théâtre qu'on dit canadien ou québécois, plus corporel, plus émotif. Et on a dit longtemps que le théâtre français était plus littéraire, était plus dans le texte. Peut-être qu'il y a aussi un lien avec ça. Oui, tantôt, Jean-Stéphane parlait aussi des différences de culture française et anglaise. Et donc, il y a de l'adaptation qui se fait là aussi. Là. Ouais. Puis, tout à l'heure, dans la pratique, on a vu le directeur qui parlait un petit peu des contextes de production. Est-ce que ça vous a surpris d'entendre tous les éléments techniques derrière? En fait, j'avais aucune idée. En fait, j'aurais dû le savoir, mais j'ai pas pensé à y réfléchir, vraiment. Puis j'écoutais l'entrevue, puis je me disais, mais c'est vrai, c'est fou, là, la quantité de travail supplémentaire. Juste de l'idée des Noirs. De mettre, d'insérer des noirs, puis non, je trouve ça fascinant, en fait. Il y a tellement de problèmes à régler, parce que souvent, on accueille des productions étrangères dans les festivals, et souvent, ils ont déjà fait le surtitrage, et ils arrivent ici, et ça ne fonctionne pas. L'éclairage ne peut pas être installé de la même façon. Tout Est-ce ça, qu'il est refait carrément parfois? Parfois, c'est problématique. Là. Il faut refaire la scénographie ou ça peut poser des problèmes. Tout ça pour que le spectateur se rende compte de rien et profite du spectacle et il puisse rire et pleurer aux bons endroits, tout simplement. C'est vraiment fascinant. Écoutez, donc ça commence à être enseigné à l'université. On peut penser que les gens vont continuer à avancer dans ce domaine-là. Et puis, qu'est-ce qu'on souhaite au surtitrage? Une longue, longue vie. Et une bonne diversité. Et peut-être un nouveau logiciel. OK. Ça tombe un nouveau logiciel dans les technologies langagères. Geneviève, l'appel est lancé. Oui. Merci. On y travaille. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous avons eu l'occasion aujourd'hui de démystifier un peu le surtitrage au théâtre grâce au directeur artistique de la Catapulte, Jean-Stéphane Roy, grâce à la chercheure et professeure Michel Laliberté et à Geneviève Haas, qui a à la fois le chapeau de traductrice et de spectatrice de théâtre et d'opéra. Eh bien, on aura appris que le spectateur peut vivre un spectacle tout à fait fluide si beaucoup de gens travaillent derrière afin d'adapter et de mettre en situation le texte convenablement sur scène. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.